Quand je me lançais, c'était difficile parce que je devais me convaincre moi-même de ma légitimité. Je crée un média pour dire aux autres, si vous voulez faire un truc, laissez personne vous interdire, autorisez-vous à croire en vous. Et moi, je doutais. Et c'était assez dur à ce moment-là. Je parle avec eux, genre, j'essaie de leur faire comprendre, mais les gars, vous savez que vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci. Et en fait, il y avait tout ce truc de mais ça c'est pas pour moi. Ils s'interdisaient la possibilité de. Et je me suis dit, cette même question, je peux la poser dans d'autres milieux. Ils seraient pas dans la même posture que ces jeunes ce jour-là. Tu peux pas véhiculer un message si tu ne te l'appliques pas ou tu ne le vis pas toi-même. J'apprends en faisant. Je suis quelqu'un qui, pareil, je me forme beaucoup. Je vais lire des articles. Je vais également regarder directement comment font les meilleurs, ceux qui sont là bien avant moi. Je vais leur demander des RDV, est-ce qu'on peut se voir, leur exposer mes problèmes. Ok, qu'est-ce que toi tu ferais à ma place. Enfin voilà quoi. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Amadou d'Habitao. Salut Amadou, comment tu vas ? Salut François, ça va super, merci toi. Ça va très bien, je suis très content de te recevoir dans le podcast. Amadou, tu es le fondateur du média Banlieusards Nouveau, le média qui valorise les talents issus des quartiers populaires. La mission, c'est de changer la représentation que les jeunes des quartiers se font d'eux-mêmes et d'utiliser notamment la culture comme un levier. Donc je suis vraiment très content de pouvoir en discuter avec toi aujourd'hui, de ton parcours et de ton média, mais aussi de ton agence. La première question que je pose sur la totalité de mes épisodes, on commence par le parcours, et c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi. Ok, bon déjà plaisir partagé et merci à toi également pour l'invitation. Donc moi où je grandis dans un milieu assez populaire. Vraiment je pense que le média il fait sens justement pour ça. Je grandis à Gennevilliers, cité du Luth. Donc moi j'arrive là-bas en 97. Et donc en plus à cette époque-là c'était encore beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. On va dire que vu qu'on est dans le 92, donc ça va, il y a eu des budgets, des moyens qui ont été débloqués pour essayer d'améliorer un peu la situation. Mais à ce moment-là c'était voilà, dans les fin des années 90, c'était un environnement assez compliqué. T'es né à Bamako et du coup t'es arrivé en France à quel âge ? Du coup j'arrive en France à mes 4 ans. Donc je suis né en 1993 à Bamako. Et donc je viens rejoindre mon père ici en juin 1997. Est-ce que tu te souviens de tes premières passions ? Je m'en rappelle et ça n'a pas changé d'aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que, et ça c'est un truc que je répète souvent, mais la chance que moi j'ai eue en fait dans ma vie, c'est très très tôt, j'ai su un peu ce que je voulais faire déjà quand j'étais grand. Et donc ma première passion, je me souviens déjà c'est beaucoup lié à la tech, tu vois, tout ce qui est tech, tout ce qui est électronique depuis tout petit. Et ça en fait ça me venait du fait que je me souviens qu'un jour, donc c'était à mes 7 ans, j'étais au CP. Et donc, je me souviens qu'après les cours, mes parents, étant donné qu'ils travaillaient beaucoup les deux, m'envoyaient au centre de loisirs. Donc, j'allais au centre de loisirs. Et au centre de loisirs, on a un soir, pendant un atelier, il y a un atelier qui est mis en place, où on a un monsieur qui vient avec une espèce de malle, une valise, qui l'ouvre et un ordinateur dedans. Ouais. Et à côté, il a une espèce de petit robot, un bras articulé. Et je me souviens qu'en fait, je le voyais faire des petites manips, et en fait, ça bougeait. Et donc, du coup... en fait, ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? C'est trop bien. Et de là, je me rappelle que j'avais ensuite demandé à mes parents de m'acheter un petit jouet, un petit robot. Il fallait juste mettre des piles, il marchait tout seul. Et je commençais déjà à me voir. Et en fait, l'un des trucs que j'ai fait, c'est que le robot, franchement, j'ai dû jouer avec 2-3 jours et je l'ai démonté direct. Tu vois, je me suis dit, ok, moi aussi, il faut que je fasse la même chose. Mais bon, tu imagines que voilà, j'ai pas réussi. Mais j'avais une question, tu vois, qui me tordait. En fait, comment, avec juste des fils, le petit truc, il bougeait ? Et donc ça, on va dire que ça a été une première introduction. J'ai aussi pas mal ce côté créatif, c'est-à-dire que pareil, toujours au centre de loisirs, avec pas mal d'animateurs, on dessinait, et moi je me souvenais que j'essaie toujours de refaire. Et ça me passionnait, tu vois, le fait de dessiner un peu ce que je voyais. Et en grandissant, j'ai gardé un peu ces deux passions-là, et ça s'est ensuite revu à travers les jeux vidéo. Donc quand je joue à la console, là, des jeux comme FIFA ou GTA par exemple, j'étais passionné par le gameplay, donc je me demandais comment est-ce qu'était réalisé le gameplay, la partie créativité et également la partie code, c'est-à-dire que comment est-ce que moi je sais pas, j'appuyais sur un bouton, il se passait quelque chose dans mon écran, il y avait un univers, etc. Enfin bref, c'est toute ma vie en fait. Depuis tout petit, j'étais passionné par ça, tu vois, et donc j'ai naturellement fini par travailler en tant que développeur web, tu vois, partie créativité, partie code également. Avant que tu bosses, que tu fasses tes études en tant que développeur web, comment est-ce que tu vis tes études avant le bac ?
le fameux bac? Du coup, avant le bac, alors du coup, moi, depuis tout petit, donc jusqu'au lycée, ouais, jusqu'à fin collège, j'étais bien cadré quand même. Il y a ma mère qui m'aidait un peu pour mes devoirs. Donc ça va, en termes de scolarité, je vais pas dire que c'était pas difficile. C'est un peu à peu près difficile pour tout le monde, parce qu'il faut, voilà, quand on est jeune, il faut quand même travailler et tout. J'avais quelques facilités. Avec un peu de travail, j'arrivais toujours à m'en sortir. Voilà, j'étais plutôt en tête de classe. Pas jamais premier, mais bon, voilà, plutôt quand même dans ceux qui avaient des plutôt bonnes notes. J'arrive au lycée, donc en seconde générale. Pareil, je sais ce que je veux faire. La seconde générale, c'était un peu plus dur. Et en plus de ça, on va dire que mes parents pouvaient plus trop m'accompagner à ce niveau-là. Ce qui me fait tenir, je me souviens, moi, c'est quoi? C'est que quand je vais voir la conseillère d'orientation, enfin, déjà, moi, à la base, elle me conseille une filière qui me parlait pas trop. Elle voulait m'envoyer en STI, je crois, alors que je lui dis que je voulais être développeur. C'était pas extrêmement en corrélation. Ouais. Je continue à chercher un peu plus et je finis par comprendre qu'il faut que je fasse un bac STG. Et ensuite, que je fasse enfin, c'est en 2 ans, donc il y a bac STG la première année où il y a beaucoup de compta, mais la deuxième année, il y avait l'option GSI, gestion du système d'information. Et donc, je me souviens que dès la seconde, j'ai conscience de ça. Je déteste la comptabilité. Je savais déjà que j'allais pas aimer, mais j'avais cet objectif de me dire, bon, je vais serrer les dents un peu. Il y a la seconde qui va devoir passer, il faudra que je fasse la première. Ensuite, en terminale, ça ira mieux. Et donc, c'est ce que je fais. Bon, en termes de notes, c'est beaucoup plus dur, donc je me bagarre pour essayer de garder la moyenne un petit peu. Et donc voilà, hein, ça se passe comme ça et je vais tout droit jusqu'au bac que j'obtiens avec mention. Trop bien, bah bravo. J'ai fait aussi STG, donc je Ah connais ouais. les problématiques de Ah. compta et tout, la galère. Et du coup, je compatis avec toi. C'était pas- Quand tu décides de faire des études d'informatique, comment réagissent tes parents? Franchement, en fait, ils étaient contents. On va dire que, enfin, tu regardes de prime abord comme ça, enfin, on te dit informatique, c'est dans l'air du temps, c'est plutôt stylé, il y a du travail, donc ça va, mes parents, ils sont contents. Moi, je me souviens d'une chose, c'est que depuis petit, mon père me disait qu'il fallait que tu sois ingénieur. Il m'a pas précisé dans quel domaine. Je pensais qu'ingénieur, c'était un métier déjà à la base. Mais je savais pas qu'il y avait des ingénieurs dans plein de domaines, tu vois. Mais je savais qu'il fallait que je sois ingénieur, tu vois. Et après, pour le domaine qui avait été choisi, voilà, ils étaient plutôt enthousiastes, même si mon père, enfin lui, il est de nature assez, il est souvent, enfin, il est très, il s'inquiète souvent en fait, tu vois, il s'inquiète souvent et donc il me posait beaucoup de questions, mais t'es sûr qu'il y a du travail, etc. Je lui dis mais si, t'inquiète et tout. Et il me dit t'es sûr, enfin, t'aimes ça, etc. Donc il me pose ces questions-là, mais sinon, enfin, dès le début, en tout cas, j'étais soutenu. Du coup, après le bac, donc tu fais tes études de développeur web. Comment est-ce que tu vis justement ces études? Alors donc du coup après le bac, donc comme je dis, j'obtiens mon bac avec mention. Donc déjà là, je me prends une première claque après le bac parce que du coup ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire un BTS en alternance. Donc je réussis à avoir l'école, ce n'est pas le plus dur, mais il faut l'entreprise. Et donc là, c'était un peu compliqué parce que bah, j'ai beaucoup postulé, franchement. Mais voilà, quand t'as pas d'expérience, malheureusement, bah, c'est compliqué si t'as pas de réseau ou de contact pour entrer dans une boîte. Et je me souviens que, enfin, les profs en avaient conscience. Ceux qui étaient dans ma classe, qui avaient des entreprises en général, avaient eu un petit piston. Tu vois, on va dire que c'est comme ça, c'est malheureux. Et donc, bah, je fais une année sabbatique finalement parce que je trouve pas d'alternance. Et donc pendant cette année-là, on va dire que j'en profite moi bah, pour passer mon permis de conduire, peut-être revoir est-ce que je suis vraiment sûr de ce que je veux faire, si je veux aller dans l'informatique, oui ou non. Et petite précision, c'est que je voulais faire un BTS SEO, mais c'était sur du réseau à la base, qui était un peu loin du développement. Et justement, cette année m'a permis de me rendre compte que, bah non, en fait, moi, c'était pas le réseau que je voulais. C'était du développement que je voulais faire. Et donc, je postule en initial. Donc, je rentre en BTS SEO en initial au lycée Paul Lapie. Donc, pareil, ça Courbevoie. J'arrive là-bas. L'environnement, il est déjà différent de ce que j'ai pu connaître. Moi, avant ça, j'ai fait le lycée de ma ville, j'ai fait le collège de ma ville. Ensuite, j'ai fait un lycée à côté de ma ville, Clichy, mais c'est toujours un peu populaire. Là, j'arrive Courbevoie. C'est déjà beaucoup moins, tu vois, c'est beaucoup moins street, c'est beaucoup moins populaire, un milieu un peu plus aisé, tu vois. Et donc, on va dire que c'est un truc guillemets, pas choc, tu vois, mais c'est quand même un premier gros changement pour moi. C'est-à-dire que dans ma classe, je parle avec des personnes qui viennent d'autres sphères, d'autres milieux déjà, tu vois. Et c'est pas un problème pour moi. En tout cas, je suis quelqu'un qui a cette facilité-là justement à m'intégrer au groupe, à faire connaissance. T'adapter. Ouais, c'est ça. Et donc, BTS SEO, pareil, je le valide en 2 ans. Et donc là, après mon BTS SEO, pareil, école d'ingé.
Donc là, j'arrive dans une école d'ingé. Là, rebelote, je me repose des questions. Pourquoi? Parce que, pareil, là, c'est un choc encore plus grand parce que, pour le coup, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent d'autres milieux, tu vois. Alors, il y avait des profils de personnes qui venaient, ou voilà, d'un milieu plutôt parisien, ou plutôt certains qui venaient de la ruralité, donc qui venaient beaucoup plus loin. Et on va dire que j'étais l'un des seuls, en tant que développeur, en tout cas, à venir de là d'où je venais. On était peut-être 2-3 max sur une classe on était une trentaine, tu vois. Et donc, je commence à me poser des questions, tu vois, sur ma légitimité. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai un peu envie de lâcher déjà. J'ai envie de lâcher ou je commence à m'intéresser à d'autres choses, tu vois. Et finalement, on va dire, j'ai un petit sursaut comme ça, tu vois, de motivation. Je me dis non. Je me dis en vrai, si je veux faire ça, il faut que je le fasse. Et en parallèle, il faut savoir que j'avais pu tomber sur des articles aussi qui étaient tombés sur des médias. Donc ça, je te parle de ça, c'était en 2015, 2016 à peu près. Et j'étais tombé sur un article de Moussa Camara, tu vois, dans le 20 minutes. Et je vois ce qu'il fait, je me dis, c'est méchant, tu vois. Je me dis, c'est vraiment fort. C'est fort, enfin, pour un gars qui a grandi à Cergy. Aujourd'hui, ce qu'il est en mesure de faire, les personnes qu'il est en mesure de mobiliser autour de son projet. Et ça, c'est encore les débuts. Là, ce qu'il a fait, c'est encore plus fort. Mais déjà, j'étais impressionné, moi, tu vois. Et je me dis, non. Tu vois, en fait, si je veux faire quelque chose, il faut que je le fasse. Et c'est tout. J'ai pas à m'interdire une chose parce que je me sens... Pourquoi tu serais moins légitime qu'un autre, en fait? Exactement. Pourquoi est-ce que je serais moins légitime que quelqu'un d'autre à être développeur? Parce que tout simplement, il y a pas assez de personnes comme moi. Tu vois, ça en fait, c'est qu'un détail. Bah, peut-être que je devrais être, justement, je devrais être là pour que il y en ait beaucoup plus. Pas attendre que ça vienne des autres, mais je peux aussi être moteur dans cette dynamique. Exactement, devenir une source d'inspiration sur ce métier, quoi. C'est ça. Je me dis pas que je vais être une source Oui, d'inspiration, mais mais en tout cas, je me dis, voilà, tu vois, finalement, c'est... si je le choix m'appartient. fais, enfin, tout le monde peut le faire, quoi, entre guillemets. C'est ça. Le choix m'appartient, donc ouais. Et du coup, quand tu fais justement ces études et que tu te poses toutes ces questions, à un moment donné, tu prends quand même cette décision de te dire, bah, ok, je vais faire cette école d'ingé et je vais réussir dans ce métier. Qu'est-ce qui fait justement que tu prends cette décision? Du coup, bah, ce qui fait que je prends vraiment cette décision-là, bah, c'est, comme je t'ai dit, Ouais. c'est enfin, les articles que j'ai pu lire, dont celui de Moussa, tu vois. C'était le magazine, le 20 minutes, je me souvenais. Tous les jours, je faisais le trajet Gennevilliers, ici les Moulineaux. Je prenais le RERC, et donc, quand je sortais, il y avait le 20 minutes. Et donc, je prenais le 20 minutes, et ce jour-là, donc, je lis cet article. Et je me dis, ouais, voilà, je vais rester là, et je vais faire mon année tranquillement, et je vais valider mon diplôme. Et je vais être ingénieur comme prévu. Et donc, tu valides ton année, Je valide mon année. tu valides ton diplôme, Voilà, c'est ça. et ensuite, tu arrives sur le marché du travail. J'arrive sur le marché du travail. Donc, il faut savoir que j'avais fait de l'alternance déjà avant. Ouais. Donc, j'étais Ce déjà qui sur le te marché du prépare travail. déjà très bien au C'est marché ça. du travail. Exactement. Donc, j'arrive sur le marché du travail. Donc, il faut savoir que je signe un CDI avant même de valider mon diplôme. Donc, il y a une ESN donc, qui vient, qui recrute un peu dans les écoles. Et donc, je signe un CDI avec eux directement avant même de sortir d'école. À ce moment-là, j'ai ma petite fille qui naît aussi en même temps. J'ai 24 ans. Je suis content. On va dire que j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire. Ouais. Mes parents sont contents aussi. Et voilà, donc je rentre dans le monde du travail. Franchement, c'est stylé, c'est bien. Je suis développeur, j'aime bien mon métier. La vie, elle est belle, hein. Franchement, tu vois. Le fait de devenir papa à 24 ans, comment est-ce que tu le vis aussi? Le fait d'être papa 24... Bah, ça va, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu aussi, tu vois. Assez jeune, en tout cas, me dire comme ça, enfin, il y a peu d'années entre ma fille et moi, on sera, je vais pas dire la même génération, mais tu vois, par exemple, là, on a 24 ans d'écart, quoi. Alors, à 20 ans, j'aurais 44 ans, c'est pas vieux. Et tu vois, on pourrait être assez proches et tout. Donc voilà. Pareil, ça aussi, je le vis bien. Et même, ça me motive encore plus, tu vois, pour... ouais, là, j'ai quelqu'un qui compte sur moi, tu vois. Ouais, je comprends. Du coup, suite à ça, tu vas être salarié pendant plusieurs années en tant que développeur web, donc sur du PHP, qui est un langage de programmation. Qu'est-ce que tu retiens de ces années de salarié? Alors, ces années de salarié, franchement, le salariat, c'est la tranquillité un peu. Enfin, quand je dis c'est la tranquillité, t'as du travail, t'as des responsabilités, tu vois. Mais je m'arrache pas les cheveux comme aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, il y a des gens qui comptent sur moi, tu vois. J'ai des équipes, donc il y a des gens qu'il faut que je paye, alors qu'avant, enfin, je faisais mon travail et voilà, à la fin du mois, tout allait bien. Franchement, c'était de belles années, tu vois, même avec les collègues, les collaborateurs, collaboratrices que j'ai pu rencontrer. Le fait aussi de monter en compétence sur une technologie.
Franchement, c'était pas mal. Mais on va dire qu'aujourd'hui, en tout cas, je pense que j'aurais du mal à y Ouais. retourner. Je pense que quand tu as goûté à l'entrepreneuriat, c'est difficile de faire un retour en arrière, même s'il y a aussi des entrepreneurs qui reviennent en arrière parfois. Quelques années plus tard, tu vas retrouver le chemin de Moussa Camara, qui est le fondateur des Déterminés, puisque tu vas rejoindre les Déterminés sur une période de 6 mois. Qu'est-ce qui fait que justement tu te dis j'ai envie de rejoindre les Déterminés? En fait, il s'est passé plusieurs choses. Si tu veux, donc pendant que je suis encore développeur, ce qui se passe, c'est que j'ai créé Banlieusard Nouveau, le média Banlieusard Nouveau. C'est-à-dire que c'était pas un média encore à ce moment-là, c'était juste un compte Instagram sur lequel je me dis, ok, comment est-ce que j'en viens à vouloir créer ce média? C'était en rentrant du travail justement un jour où je vais chercher ma fille chez la nounou. Et la nounou qui gardait ma fille, il faut savoir qu'elle était dans le quartier où j'ai grandi. Donc tous les jours en rentrant, en allant récupérer ma fille, je m'arrête 15-20 minutes, je discute avec les gars, je monte, je récupère ma fille, je rentre chez moi. Ce jour-là, je parlais avec ceux que j'appelle, enfin c'est des petits frères un peu pour moi, je parlais avec eux. Et je leur demande un peu, ouais, qu'est-ce que vous faites les gars en ce moment, c'est quoi les news? Comme d'habitude. Et en fait, ce jour-là, je suis frappé par le fait que ils étaient jeunes, hein, genre 18, 19 ans, 17 ans à peu près. Et en fait, il n'y en avait aucun d'entre eux qui faisait quelque chose par conviction. C'est-à-dire que au mieux, ils avaient un job, mais c'était surtout alimentaire. Enfin, c'était voilà, je veux de l'argent tout de suite, je fais un travail. Ou sinon, il y en a qui ne savaient pas spécialement quoi faire, déscolariser, enfin voilà. Et je parle avec eux, genre, j'essaie de leur faire comprendre, mais les gars, vous savez que vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci. Et en fait, il y avait tout de suite ce truc de, ouais, mais ça, c'est pas pour moi. Ouais, mais est-ce qu'il y a des gens comme nous dans ça ou ouais, c'est pas pour nous parce que, enfin, ils s'interdisaient la possibilité d'eux. Et je me suis dit, cette même question, je peux la poser dans d'autres milieux. Et au pire des cas, on aurait des jeunes qui sauraient pas ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, je pense qu'ils auraient ce qu'il faut autour d'eux, en tout cas, pour essayer de trouver ou. Mais voilà, ils seraient pas dans la même posture que ces jeunes ce jour-là. Et donc moi, je me dis, c'est vrai qu'on a la société qui peut être discriminante. On peut rencontrer, et on rencontre beaucoup de problèmes liés à notre lieu d'appartenance, là où on a grandi, le milieu social. Mais il y a un autre problème dont on parle beaucoup moins, c'est le fait que on s'interdit aussi beaucoup de choses quand on vient de ces milieux. Et ça, pour moi, c'est lié à la représentation. On fait pas certaines choses parce que les personnes comme nous, on n'en voit pas beaucoup le faire. Ou on n'en voit pas du tout le faire. Et je me dis, ces jeunes-là, en fait, à ce moment-là, ce dont ils avaient besoin, ceux que j'appelle mes petits frères, ils avaient besoin, en fait, de voir des gens comme eux faire des choses qu'ils pensent tout simplement impossibles. Ils avaient besoin de se percevoir différemment pour s'autoriser à croire à autre chose, en fait, à différentes choses, tout simplement. Et donc, je me dis que je vais créer un compte Instagram, je vais mettre des personnes qui viennent des mêmes milieux, qui ont des histoires similaires, mais qui font des choses que eux pensent impossibles. Ouais. Voilà. L'idée, c'est vraiment de montrer des exemples de gens qui sont effectivement, enfin, qui viennent des mêmes milieux et qui ont fait des trucs de ouf. Exactement. Et pas forcément des trucs de ouf. Ouais, mais trucs de ouf, quand je dis trucs de ouf, c'est voilà, ouais, ça. exactement. En tout cas, ouais, qui se plaisent dans cette bien sûr, exactement. Et qui, du coup, on fait en sorte de se sortir de leurs conditions, quoi. C'est ça. Qui en fait en sorte de se sortir de leurs conditions, ou en tout cas, qui s'autorisent, en fait, ouais. à faire des choses dans lesquelles on ne les attendait pas forcément. Des personnes qui, elles, n'ont pas eu ce blocage-là, en fait, tout simplement. Tu te souviens du premier contenu que tu as publié? Le tout premier contenu, bien sûr. Le tout premier contenu que j'ai publié, donc au début, je pouvais, comme premièrement, c'est pas un média pour moi, dans ma tête. Et deuxièmement, ouais, c'est un compte Insta. Et deuxièmement, je sais pas créer du contenu, je sais pas faire de vidéos. Donc, je récupère des interviews à gauche, à droite. Et le tout premier contenu que je partage, c'était une interview de Coach Joe sur Brut. Le boss. Ouais, tu vois. Et lui, pareil, tu sais, que j'avais déjà vu son histoire, ça m'avait grave inspiré aussi. Et petite parenthèse, à l'époque où je suis à l'école et que j'ai envie de quitter, où je réfléchis encore à quitter l'école, je crois, ou peut-être un tout petit peu après, quand j'arrive dans le monde du travail, je tombe sur cette interview. Et je me rappelle, ça me booste encore plus, tu vois. Et donc, quand je crée le média, j'avais 2-3 rêves comme ça, où je savais déjà aller chercher, parce que moi, ça m'avait aidé à l'époque. Et donc, ouais, il y a Coach Joe. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que j'étais avec lui le mois dernier, tu vois. Et maintenant, on se connaît. Mais pareil, lui aussi, il m'avait pas mal motivé. Et donc, c'était ça, là, la toute première vidéo que je partage dans le média. Trop bien. Donc, Coach Joe, qu'on connaît très bien aussi sur Serial, puisqu'on l'a reçu sur le podcast. Ouais. Et pour le coup, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, que ce soit humainement, sur son parcours, sur son retour d'expérience. À chaque fois, il te met une claque quand tu discutes avec lui. Et c'est ça qui est fort avec Joe. Donc, trop cool. Comment est-ce que ça se passe, les premiers mois de Banlieusard Nouveau?
Les premiers mois de Banlieusard Nouveau. Donc, ce qui se passe, c'est que Banlieusard Nouveau, le compte Instagram, je le crée pendant l'été 2019. Je travaille encore, c'est-à-dire que dès que je peux, je partage un petit truc par-ci par-là, mais Ouais, c'est un petit projet kiff. c'est un petit projet, voilà. Moi, j'ai pour ambition de travailler en tant que développeur, voilà, je dois développer ma carrière de dev et tout, donc je travaille dessus. Les premiers mois, ça va, c'est tranquille. J'ai pas de réelle pression, étant donné que je fais ça dans mon temps libre. J'ai pas spécialement pour ambition de développer ou de transformer ça en tant que média. C'est un compte Instagram qui est là où j'ai pas la pression d'eux. Et donc voilà, tranquillement, je me mets mes petits posts. Mais ce qui se passe, c'est que on tombe, il y a le confinement en fait. C'est-à-dire que Covid-19, et là, tout est confiné, je suis en télétravail. Je travaille du coup de chez moi au départ. Et après, je passe en chômage partiel. Donc, je travaillais dans un grand groupe média à l'époque, Prisma Média. Et il y avait les aides de l'État qui faisaient que pour aider les entreprises, ils permettaient justement à certains employés d'être en chômage partiel et donc d'être quand même rémunérés. Mais on reste à la maison et je travaille pas. Et donc, Ce qui te libère du temps. ce qui me libère du temps. Tu vois, j'aime pas rien faire, j'aime pas rester là à me tourner les pouces. Donc, naturellement, ce que je fais, je me dis, ok, je vais regarder. Vu que sur le média, je me souvenais que j'avais beaucoup de mal justement sur la partie création de vidéos, création de visuels, etc. Je me forme là-dessus. Tu vois, je me forme là-dessus pendant le confinement. Et donc, ce qui se passe, c'est que on arrive donc confinement en mars. Et donc, de mars à septembre, je me souviens, il y a déjà la phase où on était totalement confinés, mais on n'est pas retourné directement au bureau. On est retourné au bureau que vers septembre. Et donc, je me souviens que quand j'arrive en septembre au bureau, c'est plus pareil. Moi, si tu veux, dans ce travail-là, ce que j'aimais, c'était le fait de travailler en équipe, de rencontrer mes collègues, d'aller au bureau. Moi, je suis une personne comme ça. J'aime rencontrer les gens. Et finalement, on se retrouve à une journée par semaine au bureau, tout le reste en télétravail. Déjà, c'est le premier truc qui change. Ça change le mood. Ouais, ça change le mood, ça casse la dynamique. Ce métier-là, je ne le vois plus pareil, premièrement. J'aime le développement, mais le fait de travailler chez moi et venir au bureau un jour dans la semaine, c'est plus pareil. Et au-delà de ça, à côté de ça, j'ai Banlieusard Nouveau qui a pris du poids. Et là, du coup, je commence à sentir que j'ai des responsabilités. C'est plus pareil, tu vois. J'avais pris une certaine cadence de poste, etc. Et donc, il fallait que je le maintienne. Et vers la fin d'année, je reçois d'autres personnes sur le média. Et là, je remarque qu'à chaque interview, on commence à me dire mais tu sais que grâce à l'interview, j'ai été contacté par telle ou telle personne, j'ai eu telle ou telle opportunité. Et donc là, je me rends compte que, mais en fait, ce compte Instagram-là, ça peut être quelque chose de puissant quand même. Parce que là, au-delà de changer la perception et les représentations, ça peut être un tremplin aussi pour les gens que je reçois. Et j'avais une petite communauté, peut-être 1500 abonnés, 1500, 2000 abonnés. Ah oui, un truc que j'ai pas précisé, mais c'était un tout petit peu avant le confinement, genre une semaine avant le confinement, j'interviewe Moussa Camara. Et ça, c'est important aussi, ouais. C'est important à préciser, du coup, j'interviewe Moussa Camara. Et lui, je me souviens que donc, juste avant le confinement, je fais son interview. Il y a son interview qui sort, et donc, il y a le confinement. Après, les gens, ils sont beaucoup plus sur leur téléphone. Donc là, lui, sa vidéo fonctionne. Et surtout, il me ramène des personnes beaucoup plus, entre guillemets, crédibles. Tu vois, c'est-à-dire, il me ramène des personnes plus influentes ou qui ont plus de contacts ou de réseaux, tu vois. Et donc, à partir il y a un avant et un après Moussa. Et donc, déjà, je prends plus de followers, etc. Et donc, après Moussa, en fait, les gens que je reçois, souvent, ils sont contactés ou ils ont des petites touches ou il y a des mini-opportunités. Et donc, je me dis, mais en vrai, si je commence à développer une réelle communauté autour de ce projet, mais ça peut être un truc de ouf. Et je me dis, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse, en fait. À côté de ça, mon amour, on va dire, pour le développement, il commence à descendre. Mon amour pour le média, il commence à augmenter. Je me dis, tu vois, à un moment, en décembre, c'est là où la transition se fait, tu vois. Je fais un point avec mon responsable, donc mon lead dev à ce moment-là. Et tu vois, il sent que je suis plus trop dans le truc, tu vois. Il me le dit, c'est comme moi, etc., tout ça et tout. Et quand on arrive à la fin de la discussion, tu vois, je lui dis, en vrai, tu vois, je pense que je vais partir. Et ça, en fait, je le fais vraiment sur un coup de tête parce que le jour d'avant, je vois qu'elle est déterminée qu'il lance leur nouvelle promotion nationale. Et donc, comme par hasard. En fait, mais c'est ça, en fait. Je me dis, mais pas d'hasard. Genre, je vois le truc hier, aujourd'hui, Ouais. lui me parle de ça. En plus, il y avait une restructuration en interne. Ils allaient fusionner des équipes. Il fallait qu'il y ait des places qui se libèrent. Donc, c'est-à-dire que la rupture conventionnelle, je pouvais la négocier plus facilement. Je me dis, là, c'est trop parfait, tu vois. Et donc, en 24 heures, je prends la décision. C'est-à-dire que le jour d'avant, je savais même pas que j'allais partir. Et le jour d'après, tu vois, c'était un changement radical. Et donc, je m'inscris pour les déterminés.
Je passe les jurys, je suis accepté, etc. Donc je rejoins les déterminés en janvier 2021. Ce qui est ouf, c'est que tout est hyper connecté, parce qu'en 2015, t'as l'article 20 minutes où tu découvres Moussa, ensuite tu l'interviews, et là, finalement, c'est limite l'aboutissement de l'histoire, puisque tu rejoins les déterminés. Et je rejoins les déterminés. et c'est ouf, parce qu'à cette époque-là, jamais je me serais dit ça, tu vois. Et la vie est réservée. Et en plus, le pire, c'est que quand je rencontre Moussa, t'as plein de gens qui me disent, mais tu vois, tu rentres chez les déterminés, t'as l'ADN des déterminés, tu vois. Et moi, je connaissais pas encore vraiment les déterminés, tu vois. Je dis, ouais, peut-être. Mais dans ma tête, je me dis, je rejoindrai pas les déterminés. Parce que moi, pour moi, je suis un développeur, je suis dans mon truc. Mais il y a le Covid qui vient. Et surtout, en vrai, je me rends compte qu'il y a vraiment le feeling avec les déterminés, tu vois. En fait, je tombe sur des gens qui ont une bonne valeur, une certaine philosophie, une certaine manière de penser. Il y a ce truc de groupe, de réseau, d'entraide, tu vois, où je me dis, non, en fait, c'est du sérieux, tu vois. C'est du sérieux. Et donc, ouais, finalement, je rejoins les déterminés comme ça avait été prédit par plusieurs personnes. Et donc, tu fais le programme de 6 mois. Ouais. Comment est-ce que tu peux me raconter un peu ces 6 mois chez les déterminés? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est mis en place, tu vois? Comment ça se passe en termes de rencontres, enfin, surtout le processus. Ok. Donc, sur les 6 mois, si tu veux, franchement, déjà, ça m'a accéléré comme pas possible. Genre, en 6 mois. Un accélérateur d'humain. Ouais, franchement, sur plein de choses. C'est-à-dire que, et Banlieusards Nouveaux, mais moi aussi, tu vois, en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'avant, j'étais pas un entrepreneur. Au bout des 6 mois, quand je sors ma vision, mes ambitions, tout a changé, tu vois. Tout est passé à l'échelle. Quand je rentre en janvier 2021, j'ai 2000 abonnés sur Instagram. Et c'est tout. Quand je ressors en juin 2021, j'ai 4000 abonnés sur Instagram, ce qui est bien, mais surtout, j'ai commencé à faire de l'argent. Tu vois, donc je rentre, je sais pas comment monétiser, je ressors, je sais comment monétiser, mais surtout j'ai commencé à monétiser. Et tout ça en l'espace de 6 mois. Si j'avais dû faire ça tout seul dans mon coin, j'en aurais pris peut-être 1 an et demi, peut-être 2 ans, tu vois. Ce passage-là, il est giga important, parce que quand t'as jamais généré de l'argent, tu vois. Moi, je me souviens la première fois que j'ai facturé quelqu'un, tu vois, t'as ce petit côté excitation, tu vas te dire, waouh, c'est moi qui ai fait ça, tu vois. Ouais, mais de ouf, mais exactement. Et quand je rentre chez les déterminés, tu vois, c'est vraiment ce truc de j'espère que ça va bien se passer, mais je sais pas à quoi je vais te manger. Et c'est là où ils sont forts, les déterminés, en fait. C'est que, en fait, le programme, déjà à l'époque, moi, en 2021, il est extrêmement bien ficelé. C'est-à-dire, dès que tu rentres tout de suite, on te fait travailler ta posture. C'est toi le premier commercial. Faut que tu réussisses à vendre ton projet. Faut que tu saches le pitcher, tu vois, de manière très efficace. Je me rappelle que c'était extrêmement intensif, hein. Je crois que c'était pendant 1 ou 2 semaines. Au début, t'as 2 semaines full où tous les jours tu y vas. Et tous les jours, on te fait bosser la posture, comment présenter ton projet, les points forts, les points faibles. On te demande aussi d'aller regarder un peu le marché, etc. et tout. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, on va travailler justement l'étude de marché, tout ce qui est business plan, les chiffres. Est-ce que ton projet est viable? Est-ce que ton projet il a sa meilleure forme? Peut-être que pas finalement. En général, on pivote tous. Tout le monde pivote quand tu arrives chez les déterminés. Et il t'aide à voir tout ce qui pourrait être handicapant par la suite. Parce que ce qui est le plus dur, c'est pas de lancer un projet, c'est de survivre sur les années qui suivent, tu vois. Genre la première année, les 3 premières années, je crois, c'est les chiffres de personnes qui tombent, c'est catastrophique. Ouais, et du coup, en fait, eux, là où ils ont été très forts, c'est que ils nous aident à détecter tout ce qui peut nous faire tomber dans les années qui viennent, tu vois. Et ils nous aident à l'anticiper et à résoudre ces problématiques-là, en fait. Et c'est là où c'est extrêmement fort. Tu vois, genre là, moi, je suis sorti en 2021, on est en 2024. Je suis toujours là, hein. Et j'ai recruté, j'ai pris des bureaux, ça se développe bien. Et beaucoup de choses, énormément, je les ai apprises chez les déterminés. Quand tu sors des déterminés, c'est quoi un peu les grandes étapes de Banlieusards Nouveaux? Déjà, premièrement, quand je sors des déterminés, les grandes étapes, premièrement, j'ai beaucoup de réseau. C'est-à-dire que je rentre, je suis un peu tout seul, je ressors, j'ai du réseau comme pas possible. Donc il y a le réseau et des déterminés, mais au-delà de ça, il faut savoir que pendant le programme, les déterminés nous ont ouvert leur réseau aussi. C'est-à-dire que ils nous ont ramenés sur plein d'événements. Dès qu'on a besoin de rencontrer telle ou telle personne, ils n'hésitent pas à faire des passes, à faire des mises en relation. Et donc, je ressors, je suis boosté, tu vois. Je suis boosté, je suis branché. Dès que j'ai des questions, je sais qui aller voir, etc. Et donc, les grandes étapes du média, c'est déjà, premièrement, ce que moi je vais faire, c'est que même si j'ai commencé à faire du chiffre, je voulais quand même m'assurer de la manière de le faire. Parce qu'on va dire que la chance que j'ai eue, c'est que les premiers euros, et en vrai, même jusqu'à aujourd'hui, hein, que j'ai fait rentrer, en fait, j'ai pas eu à prospecter. C'est-à-dire que c'est juste en travaillant la posture,
en travaillant l'angle, le wording, tu vois, le positionnement sur les réseaux, les différentes collabs potentielles, tu vois, ou interviews, j'ai réussi à attirer des gens, en fait. Et du coup, les premières étapes, pour moi, ça a été déjà de valider que ça fonctionnait, tu vois. Ensuite, donc ça m'a pris 1 an, ça. Donc pendant 1 an, j'ai fait ça et j'ai également fait monter un peu la communauté, essayer d'avoir des profils plus crédibles sur le média pour donner plus de crédibilité aux médias également. Et donc, l'étape d'après, c'était de créer l'agence. Donc, pour monter vraiment à l'échelle. Donc, comme ça, je crée l'agence. Donc, en termes de business model, l'agence fait vivre le média. Donc, quand je travaille sur l'agence, quand je fais des collabs avec des marques, des clients, ils permettent également aux médias de vivre. Et donc, c'était vraiment ça. Comment est-ce que je crée cette synergie entre le média et l'agence? Tu as créé l'agence en 2022? Ouais, juin 2022. Donc, BN Agency, comme Banlieusard Nouveau, finalement. Exactement. Du coup, tu crées l'agence justement pour financer ton média. Ouais. C'est une agence de production audiovisuelle, mais pas que, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est bien ça, ouais. Pas que. Comment est-ce que ça se passe, tes premiers clients, tes premières prestats? Parce que créer un média et créer une agence, c'est 2 business complètement différents. Est-ce que tu peux me raconter un peu, tu vois, ces premiers pas dans le game des agences au final? Yes, bien sûr. Ces premiers pas dans le game des agences. En vrai, j'estime que je suis encore dedans. Hein. En vrai, je suis encore dans les premiers pareil, pas. Tu vois. Je t'inquiète. On a bientôt 2 ans d'existence avec l'agence, mais si tu veux, en fait, très vite, j'essaie de monter sur des projets plus sérieux. C'est-à-dire qu'au début, j'étais beaucoup sur de la prestation. En vrai, au début, c'était que de la prod. Je faisais que de la vidéo, tu vois. Mais je me suis dit, OK, c'est bien la vidéo, c'est bien la prod, mais je voulais aussi vraiment développer toute la partie stratégie. Donc, marketing, stratégie, travailler sur des projets de bout en bout, tu vois. Pas juste faire de la vidéo, mais être en mesure de prendre un projet et d'un bout à l'autre de la chaîne, pouvoir être impliqué en fait. Et donc je commence à réfléchir, à regarder un peu les pôles qu'on va développer. On développe le pôle stratégie marketing, on a développé un peu le pôle événementiel, on a testé des choses par-ci par-là. Je développe également le pôle production, parce que même si on faisait de la prod, aujourd'hui on fait des productions beaucoup plus poussées. En fait, j'ai des vraies équipes de production, quoi. Et il y a aussi le pôle média, donc c'est-à-dire que l'agence gère également le média Banlieusard Nouveau. Donc on peut également travailler des collabs avec, par exemple là récemment on l'a fait avec Snipes, tu vois. L'agence a dealé une collab entre le média, la marque Banlieusard Nouveau, parce que c'est un média mais c'est une marque aussi. Banlieusard Nouveau avec Snipes, tu vois. Et donc voilà, ça a été ça les premières étapes. Mais j'ai été vraiment petit à petit, c'est-à-dire que la prod, j'ai consolidé. Ensuite, on s'est posé sur la partie stratégie com. Donc, on a récupéré, on n'a même pas récupéré. On a lancé un programme qui s'appelle Qu'est-ce qu'il y a avec Morad et Volukid. Je sais pas si tu connais, mais il est bien connu, Morad Atik. Morad Atik. Et du coup, quand Morad il vient me voir, il me dit, il voit ce qu'on fait en termes de communication, c'est assez disruptif. Tu vois, c'est un peu décalé. C'est-à-dire que on sent le côté street, le côté banlieue, le côté milieu populaire. Mais en même temps, il y a un positionnement qui est nouveau. Tu vois, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans le cliché. On amène une autre posture. Et donc, lui, ça lui parle tout de suite, tu vois. Et il me dit, OK, il faut qu'on bosse ensemble et qu'on voit comment est-ce que, dès la première année, on peut se déployer sur 7 villes en France. Donc, on se déploie sur Paris, Marseille, Lens, il y a eu Nantes, il y a eu Montpellier. Encore Rennes, les gars. Pas encore, mais ça ne serait tardé, On était à Nantes, donc ça ne serait tardé. Pas très loin. Ouais, ça ne serait tardé. C'est assez ouf, lancement dans cette ville. C'est hyper ambitieux. C'était ambitieux, franchement, on l'a réussi, tu vois. Ouais. Grâce à la communauté de Morad, du fait que, du coup, il poussait sur LinkedIn, mais grâce à la stratégie, donc la pertinence des contenus qu'on a créés pour chaque ville et la stratégie qu'on a mis en place, du fait que on s'est dit, pour s'implanter dans une ville, il faut s'implanter sur le terrain directement. Nous, sur le média, justement, ça, c'est ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que, je sais pas, demain, je peux avoir un besoin dans n'importe quelle ville, je passe un message sur le média et je trouverai quelqu'un qui peut m'aider sur ça, tu vois. De ouf. Et donc, voilà comment on démarre. C'est le tout premier gros contrat direct. Au fur et à mesure, finalement, et t'apprends en faisant. On apprend, exactement, j'apprends en faisant. Je suis quelqu'un qui, pareil, je me forme beaucoup. Je vais lire des articles. Je vais également regarder directement comment font les meilleurs, ceux qui sont là bien avant moi. Donc, je vais leur demander des RDV, est-ce qu'on peut se voir, leur exposer mes problèmes. OK, qu'est-ce que toi, tu ferais à ma place? Enfin, voilà, quoi. Ouais. Parce que vu que je suis pas passé par les bancs de l'école pour ce métier-là à la base. Donc, en vrai, je pense qu'il n'y a pas véritablement, tu vois, de formation idéale pour l'entrepreneuriat. Je pense que les meilleurs entrepreneurs, ils se forment sur le terrain et en faisant, et en apprenant de leurs erreurs, en apprenant de leurs réussites. Ouais. Et ça se fait au fur et à mesure, quoi.
Comment est-ce que tu trouves les histoires qui sont racontées justement sur ton média? Typiquement, il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises, j'ai vu le Deliveroo des médicaments, par exemple. Comment est-ce que tu trouves en fait tous ces projets? Est-ce que c'est les gens qui contactent? J'imagine que oui, aujourd'hui. Mais il y a aussi une partie sourcing, entre guillemets, via ton réseau. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Bah, du coup, ouais, les profils, comment est-ce qu'on les détecte sur le média? Comme t'as dit, effectivement, il y en a certains qui nous contactent. Il y a des gens aussi qui nous recommandent d'autres personnes. Et des fois, il y a des personnes que je détecte moi-même. Donc, c'est vraiment ça. Alors, pour le coup, ce qui s'est passé du coup avec Yanis, lui, comment je le rencontre, en fait, il remporte un concours avec Mike Rio Academy. Et donc, il y avait un des prix qui était un passage sur Banlieusards Nouveaux. Et donc, lui, c'est comme ça. Mais en vrai, même si c'était pas le prix, je l'aurais reçu parce que le projet, il est vraiment fort. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur le média? Ouais, bien sûr. Bah là, on a dépassé les 40 000 abonnés sur Instagram avant-hier. Sur TikTok, on a 20 000. YouTube, là, on est en route pour les 10 000, là, bientôt 8 000. On est en route pour les 10 000 abonnés. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'engagement de la communauté, tu vois. C'est-à-dire que en termes de taux d'engagement, on est très souvent au-dessus des 10%, tu vois. Très souvent ce qui est costaud. Ouais. Très souvent au-dessus des 10%, on a réussi à fédérer en fait une communauté qui est extrêmement engagée. C'est-à-dire que, par exemple, Yanis pourra le dire, et même sur LinkedIn, tu vois, carrément, là, le post de Yanis sur LinkedIn, je sais plus, on a combien? On doit être à 16 000 likes, 800 000 impressions, enfin presque 1 million d'impressions, tu vois, c'est juste ouf. Et la vidéo qui sort juste avant, pareil, on dépasse les 2000 likes. Ouais. Et pareil, tu vois, c'est ce truc et c'est la même chose, hein, tu vois, sur tous nos réseaux, tous les réseaux sur lesquels ces vidéos sont sorties, elles ont cartonné. Bah d'ailleurs, j'aimerais parler d'une vidéo que j'ai trouvée vraiment, vraiment très, très forte. C'est avec Just Riyad, qui a fait plus de 3,6 millions de vues sur Instagram, où tu te projettes dans 20 ans, où le RN est passé en 2027, et du coup, on est dans une France complètement au bout du bout, quoi. Ouais. Et pour le coup, la vidéo, je la trouve hyper bien réalisée, hyper bien faite, etc. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de cette vidéo et comment cette collab avec Just Riyad s'est faite? Ok. Donc, du coup, ouais, bien sûr, donc c'est la vidéo 2043. Effectivement, elle a beaucoup, beaucoup tourné. Bon, en fait, Riyad, faut savoir que c'est un créateur de contenu qui est engagé déjà à la base. Et c'est son idée à lui. C'est son idée à lui et son équipe. Donc, en fait, un jour, t'as Gallo. Donc, Gallo qui est le fondateur de l'agence Smile. Oui. Voilà. Donc, Gallo m'appelle et me dit... ouais, j'ai un truc à te proposer. Tu vois, il me dit, j'ai un bête de projet à te proposer de ça, et il me pitch le truc. Moi, je prends tout de suite. Tu vois, l'idée, elle est très smart, l'idée de s'engager sur ce créneau-là, parce que finalement, il y a pas grand monde, et pourtant, tu vois, t'as l'extrême droite qui est en train de monter de manière forte. Il y a quoi? C'est hier ou avant-hier, tu vois, il y a eu une marche encore sur Paris, donc... j'ai vu ça. Et donc, premièrement, ça, donc, du fait que ce soit un sujet engagé, et surtout, au-delà de ça, il y avait la partie où fallait voir comment est-ce que nous, on allait le mettre en vidéo, tu vois. Donc, c'est-à-dire que l'idée vient d'eux, et donc, moi, j'ai plus travaillé sur la partie du script et des échanges entre Riyad et moi. Gallo est quand même revenu recadrer un petit peu, tu vois, mais c'est une collab, du coup, entre Riyad, Banlieusards Nouveaux. Et on va dire toi, que t'es en mode acteur aussi. Ouais, je suis en mode... ouais, je dis Banlieusards Nouveaux, mais c'est moi, effectivement. Parce qu'on te voit dans la vidéo. Ouais, bien sûr. Discuter avec Riyad. C'est ça, moi, je suis le présentateur. En fait, du coup, c'est moi, mais dans 20 ans, tu vois. Et le but, voilà, c'est de dépendre d'une... En fait, on a essayé d'imaginer à quoi pourrait ressembler la France dans 20 ans si on continuait dans cette direction-là. Je vois un petit peu. Et ce qui est marrant, c'est que dans les commentaires, t'as des gens, du coup, qui sont là en mode mais c'est n'importe quoi, c'est impossible et tout. Mais c'est justement, c'est ça le truc, en fait, c'est que des fois on est surpris par la vie, tu vois. Il y a des choses qu'on estime être n'importe quoi, mais qui finissent réellement par arriver, tu vois. Et c'est justement en se disant que ça n'arrivera jamais, tu vois, qu'on est le plus exposé au fait que ça puisse réellement arriver. Et je pense que justement le fait que la vidéo soit super bien réalisée et que ça délivre aussi des messages importants pour l'avenir, c'est justement ça qui a fait que ça a marché, en fait, tout simplement. Ouais, bah ouais, je pense. Tout un tas de choses, évidemment. Et effectivement, moi, ce que je me dis aussi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, faut pas qu'on se rate sur cette vidéo-là. Ouais. C'est une grosse opportunité. Riyad, aujourd'hui, c'est un des top créateurs de contenu français, tu vois.
et qu'on nous fasse l'honneur un peu, tu vois, de nous inviter sur ça, je me suis dit, en vrai, il faut montrer de quoi on est capable. Et donc, là, au niveau de la prod, justement, je mobilise ce qu'on sait faire, hein. Et justement, le but, c'est aussi de montrer, de se dire, OK, là, on va montrer ce dont on est capable. Et donc, voilà, Ouais, on met les moyens techniques. trop cool. C'est quoi les objectifs futurs pour les Banlieusards nouveaux sur les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années? Alors, donc, les objectifs futurs, en fait, là, en fait, le média, il a bien augmenté. On a une certaine communauté, c'est bien. Mais c'est loin de ce que je veux. C'est-à-dire que là, en fait, il faut qu'on accélère, mais radicalement. Tu vois, genre, je sais pas, dans les 2-3 prochaines années, là, on a 40 000, il faut qu'on ait fait au moins x5, x10, tu vois. Vraiment. Et qu'on dépasse, enfin, peut-être les 100 000, 200 000 abonnés, rien que sur Instagram, hein. Parce que quand je dis ça, je parle Bien sûr. d'Instagram. Mais en réalité, il faut que ça suive sur les autres, tu vois. Sur YouTube, pareil, il faut qu'on dépasse, on atteigne très rapidement les 100 000 abonnés. Je parle en chiffres, mais pourquoi? Tu vas comprendre, en fait, c'est que, justement, faut pas oublier que quand je me dis que je me mets à 100% sur le média, c'est parce que je me dis, quand on a une grosse communauté, le média peut être un tremplin de ouf pour les gens que j'en sois. Donc, plus il y a de monde avec de bonnes valeurs, avec ces valeurs en tout cas, et plus on pourra avoir de l'impact, on pourra faire des choses. Et donc, il faut que je continue dans cette lancée-là, il faut que je continue à fédérer. Donc ça, c'est l'une des prochaines grosses étapes. Deuxième grosse étape, il faut que Ben Agency soit référencé en tant que l'agence, en fait, sur tous les sujets diversité, tous les sujets impact et tous les sujets liés à social, milieu populaire. Je suis un petit peu justice, milieu populaire. Et donc, pareil, là, je suis en train de travailler actuellement avec mon équipe, justement, en interne, sur le positionnement de l'agence pour être en mesure, justement, d'aller chercher des plus gros deals, en fait, tout simplement. Et amener une réelle dimension à impact sur les projets. Tu vois, parce que souvent, il y a des projets sur lesquels, tu vois, tu as des marques ou autres. Je trouve que c'est encore trop timide, mais tu vois, elles vendent, en fait. Aujourd'hui, si tu veux, les jeunes de milieu populaire, ce sont de très bons consommateurs, tu vois. Déjà, la culture qui vient de ces milieux-là, elle influence toutes les autres cultures, tu vois, ont été impactées. L'art, la musique, tu vois, le rap, c'est la musique la plus écoutée. Je sais pas, tu vois, dans la mode, t'as des grosses maisons de luxe aujourd'hui qui font des collabs, tu vois, ou qui invitent des rappeurs dès qu'ils font la Fashion Week ou autre. Donc, l'influence de notre culture, elle est plus à démontrer. Et malheureusement, les jeunes qui produisent cette culture-là, ils viennent des milieux les plus décriés et sont paradoxalement ceux aussi, tu vois, qui ont encore justement besoin en tout cas de réaffirmer un peu, ou en tout cas de s'affirmer, tu vois, dans la société. Et donc, je pense qu'on pourrait mettre des projets impact en place. Et donc voilà, il faudrait que Ben Agency, dans les mois, dans les années à venir, soit une agence à impact et qu'on puisse mettre en place de gros projets dans ce sens-là. Donc l'objectif sur le média et sur l'agence, c'est le même, c'est avoir de l'impact. Avoir de l'impact, exactement. Tout simplement. Trop bien. Écoute, on te souhaite évidemment d'avoir un maximum d'impact sur les prochaines années. On va passer à la partie bilan avec 2 petites questions que je pose sur chacun de mes épisodes. Le premier, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale? Le moment le plus difficile de mon aventure entrepreneuriale? Ouais, je pense que c'était vraiment le début. Quand je me lançais, c'était difficile parce que je devais me convaincre moi-même de ma légitimité, tu vois. C'est paradoxal, hein. Je crée un média pour dire aux autres, si vous voulez faire un truc, laissez personne vous interdire, autorisez-vous à croire en vous. Et moi, je doutais, en fait, tu vois. Et du coup, j'avais ces petits moments de doute et ces moments où je me disais, non, en fait, tu peux pas véhiculer un message si tu ne te l'appliques pas ou tu ne le vis pas toi-même. Et donc, voilà, tu vois, c'était assez dur à ce moment-là. Et en plus, je devais gérer beaucoup de choses. Il fallait que je gère la production, parce que du coup, je me suis formé après à faire un peu de vidéo. Il fallait que je gère les RDV, donc je faisais et les montages, et les rendez-vous, et les interviews. Enfin, j'étais partout, tu vois. Ouais. Il y a plein de jours où je me levais et je me disais, qu'est-ce qui t'a pris de te lancer dans ça? Toi, t'es un développeur, tu vois. Et en vrai, c'était 1000 fois plus tranquille quand j'étais développeur. Donc ça, c'était vraiment les débuts, c'était les moments les plus difficiles. Je vais pas dire qu'aujourd'hui c'est facile, même aujourd'hui c'est encore assez difficile, tu vois. Mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile parce que j'ai plus de responsabilités. J'ai recruté des gens, j'ai des engagements à respecter. Donc j'ai cette pression-là et tu vois, j'arrive dans un milieu qui est pas le mien à la base, donc il faut que je continue à me battre un peu pour continuer à faire ma place. Et donc voilà, c'était ça les moments les plus difficiles. Ouais.
À l'inverse, c'est quoi le moment le plus marquant positivement de ton aventure? J'ai pas un moment le plus marquant, tu vois. En vrai, j'en ai plusieurs. Et c'est des moments qui se ressemblent, en fait. C'est tout simplement quand je reçois des personnes ou que je présente des nouvelles personnes sur le média et que derrière, en fait, il se passe quelque chose pour elles, tu vois. Ouais. Qu'il y a un avant et un après dans un nouveau, tu vois. Ça, pour moi, c'est les meilleurs moments. Ça, c'est la meilleure réponse. De C'est la toute meilleure façon, réponse. quand tu publies du contenu et que derrière, la personne reçoit un maximum de love, reçoit un maximum de... Derrière, ça peut aussi générer du business, ça peut générer des rencontres, Mm. ça peut générer ce petit contact qui va permettre des trucs beaucoup plus gigantesques. Et c'est toute la force d'un média, en fait. Exactement. Toute la force d'un Et média. Et c'est donc, pour ça qu'on fait ça. c'est pour ça qu'on fait ça. Et c'est pour ça que je me suis lancé à la base. On va pouvoir passer à la partie sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat avec quelques petites questions. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure? Des rencontres, je sais qu'il y en a plein. Mhm. Peut-être qu'on en a déjà parlé avec Moussa. Mm. Bah, en vrai, t'as vu, cette question-là, on me l'a posée à plusieurs reprises. Et en fait, je vais faire simple. En vrai, je dirais Moussa. On va dire, s'il y a eu une rencontre clé, tu vois, c'est la rencontre de Moussa. Mais pourquoi? Parce que, premièrement, je le rencontre en lisant un article sur lui, tu vois, à un moment où j'ai besoin de lire ce type d'article. Deuxième fois enfin, je l'avais déjà rencontré, mais tu vois, la deuxième fois, il a été décisif pour moi, c'est quand je rejoins les déterminés, tu vois. Et pareil, tout ce que je vis aujourd'hui est grandement lié à ça, tu vois. Vraiment. Parce qu'après, derrière, il me présente d'autres connaissances à lui. Il n'hésite pas à me donner des conseils, à m'ouvrir son réseau, etc., tu vois. Et je le vois aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de choses que je peux faire aujourd'hui sont liées, tu vois, vraiment à ça, tu vois. Ouais. À ce moment-là, à ce point de... Après, il y a d'autres personnes, hein, tu vois. Bien sûr. Si vraiment il y a une rencontre clé, tu vois, c'est celle-là. C'est quoi le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre? Pour moi, entreprendre, tu vois, sans réel sens derrière, moi, ça me parle pas, tu vois. C'est-à-dire que je peux pas entreprendre si il y a pas une cohérence derrière. Tu vois, entreprendre pour faire juste de l'argent, je pense que c'est un truc que j'arriverai pas à faire. Tu vois, je pourrais pas le faire. Et avoir du sens, ça veut pas forcément dire qu'il faut que ce soit une cause sociale, hein. Attention. Mais par exemple, tu vois, avant Bon les Arts Nouveaux, j'ai eu un petit passage où je vendais des objets connectés, etc. Et ben, il y avait du sens parce que, tu sais, j'ai eu toujours ce côté un peu geek et tout. Je me souvenais que, je sais pas, quand par exemple, je vendais une ampoule connectée à des amis à moi, enfin, ils kiffaient ça, ils étaient contents, leur maison était connectée. Moi, j'aimais bien, je trouvais ça assez marrant. Et donc, ça avait du sens pour moi, tu vois, de le faire parce que je kiffais ça par rapport au fait que, je sais pas, je créais des scénarios chez moi. Enfin, c'était amusant, tu vois. Mais il faut qu'il y ait du sens. Et pour moi, ce sens-là ne peut pas être que l'argent. Dans ma perception à moi, tu vois. Je suis très aligné avec ça et je pense qu'il faut être animé par ce qu'on fait. Ouais. Sinon, derrière, on perd en fait. Enfin, encore une fois, c'est plutôt une vision personnelle, mais on perd tout intérêt à le faire en fait. Ouais. Comment est-ce que ton entourage vit ton aventure entrepreneuriale? Bah, ça va aujourd'hui. On va dire que vu qu'il y a, entre guillemets, les premiers résultats, j'ai envie de dire, le projet, il a avancé dans le bon sens. J'ai pu avoir des opportunités. Donc, j'ai plus à prouver, entre guillemets, la pertinence de ce que je fais. Maintenant, c'est pas facile, surtout pour ma femme, tu vois, qui est vraiment, elle, à mes côtés, pour le coup. Donc, elle voit les galères du quotidien. Elle voit les galères du quotidien. Et surtout, mes choix, ils l'impactent, elle, directement. C'est-à-dire que à l'extérieur, les gens, ils voient, OK, mais ma famille très proche, donc ça peut être aussi un peu mes parents, tu vois, mes enfants et ma femme. L'impact, il est direct, tu vois. Et donc, voilà, ils le vivent, ils sont avec moi, ils me soutiennent. Tu vois, c'est le plus important. Et c'est le plus important, ils me soutiennent, tu vois, c'est le plus important. C'était pas forcément facile au début, mais aujourd'hui, ça va. Trop bien. On va pouvoir passer à la dernière partie de l'échange avec quelques petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Moi, ce que j'aime bien faire des fois, ouais, je sais pas, quand par exemple, j'ai pas trop le moral ou, bah, en fait, je me repose, je m'assois un petit peu, je me repose, je vais rien faire et je vais ensuite me reposer. Dans un premier temps, je ne fais rien, je me repose et ensuite, je commence à me poser des questions de, bah, pourquoi est-ce que tu lançais ce projet? C'était quoi la base? J'essaie de voir aussi ce que j'ai pu accomplir et voilà, c'est bon. Moi, ça, il m'en faut pas plus, hein. Ouais, ça permet de se recentrer un peu sur soi, quoi. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, bah, il est lié à ce projet, hein. En fait, mon plus grand rêve, c'est d'être en mesure d'avoir de l'impact, en fait, tout simplement. En fait, être en mesure d'avoir de l'impact, ça veut dire, c'est pas que sur Banlieusards Nouveaux, mais c'est être vraiment en capacité de mobiliser ou de faire changer les choses pour les gens.
en fait, tout simplement. Et quand je dis les gens, c'est vraiment au sens large. Ça peut être mes proches comme très, très, très éloignés, tu vois. Ça peut être un groupe d'individus aussi. Mais voilà, avoir la capacité d'avoir de l'impact. Et c'est quoi ta plus grande peur? La plus grande peur, moi, grande peur, bah, c'est de perdre ma famille, tu vois. Enfin, perdre des membres de ma famille, ou perdre des proches, ouais. Ça, c'est ma plus grande peur. Okay. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller? Moi, alors, du coup, ça n'a pas un grand lien avec ce que je fais aujourd'hui, mais moi, ma série préférée de tous les temps, c'est Breaking Bad. Je suis dans la même équipe. Ah ouais, incroyable. Je pense que c'est celle qui m'a le plus marqué, je pense. Breaking Bad, franchement, c'est... Et tu vois, Breaking Bad, j'ai terminé... Walter White, tu vois. J'ai terminé quand j'étais en école d'ingé. Ouais. Je galérais à avoir de l'alternance à ce moment-là, en plus. Et tous les midis, je regardais un épisode à l'école parce qu'ils avaient réussi à me faufiler dans un programme financé par Pôle emploi, tout ça. Okay. Et du coup, il m'a accompagné dans cette période dure-là, en plus, tu vois. Et je le vois, en plus, tu sais, il fait sa petite ascension. Bon, c'est dans la drogue, mais... Il kiffe sa vie au final. C'est de l'entrepreneuriat. Voilà, tu vois. Au final, il aimait pas trop son métier de prof, il kiffe sa vie, tu vois. Et ça m'a quand même aussi redonné un petit coup de boost, tu vois. Donc ouais, Breaking Bad pour moi c'est ma série favorite. Série légendaire. On mettra évidemment les recos en description. Il y a une question que j'ai rajoutée l'année dernière qui s'appelle la question reverse. Tu prends le rôle de host pour une seule question. Y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser? La problématique, c'est que je t'en ai posé plein en off déjà quand je venais d'arriver. Bah écoute, je vais te poser une question. Je vais profiter de ce podcast-là pour prendre un conseil. Si toi, tu devais me donner un conseil, là, par rapport à tout ce que je viens de te dire sur ma posture, sur ce que je suis en train d'accomplir, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? C'est une question hyper difficile. Ouais. Parce qu'en vrai... Déjà, tu te débrouilles giga bien, parce que ton média est très stylé. Moi, je l'avais découvert il y a quelques mois. Ton agence, je la connais moins, mais je suis convaincu que vous faites du super taf. Je pense que le meilleur conseil, en vrai, c'est de rester déterminé, tu vois. Mais c'est très relié à tout ce que tu fais, à tout ton parcours. Et je pense que, en vrai, c'est un conseil que je m'applique à moi-même. C'est que même dans les moments difficiles, c'est toujours visualiser ce point d'après, en fait. Que bah oui, dans l'aventure il y a des échecs, oui, dans l'aventure il y a des gros moments de down, mais en fait il faut visualiser toujours l'étape d'après. Il faut pas rester dans les échecs qu'on peut avoir, tu vois, au quotidien. Ça, je pense que en vrai c'est le meilleur conseil, et je pense que l'entrepreneuriat c'est surtout un jeu d'état d'esprit, et que après la suite, en fait, si t'as le bon état d'esprit, en vrai le reste peut aller très vite, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bon, merci pour le conseil. Effectivement, t'as raison. C'est un truc que je me dis des fois, mais que j'oublie beaucoup. En fait, c'est voir l'étape d'après, en fait. Et ça, c'est un truc, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais qui m'a beaucoup aidé aussi. Ouais. Et c'est facile à dire, mais c'est moins facile à appliquer. Et quand t'es dans le dur, etc., mais il faut vraiment se dire, ok, je visualise ce qui arrive après, et tu passes vite à autre chose, en fait. Quand tu perds un gros lead, quand tu perds un gros contrat, quand tu perds une opportunité, t'as toujours un bon seum en toi. Ouais. Faut vite passer à l'étape d'après. Ça, c'est hyper important. Et en fait, très souvent, l'étape d'après, il y a un truc encore plus stylé qui arrive. Et ça, c'est très cool. Bah, merci pour ta question. Il me reste 2 petites questions. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode? Ok, alors est-ce que j'ai une ou un entrepreneur? En fait, j'en connais tellement. Franchement, j'en connais tellement. Je peux te conseiller. Ouais, il y a Younes que moi j'avais reçu sur le média en plus. Tu vois, Younes Ben Abdelwahed, donc qui était directeur marketing monde chez Venom. Là, des dernières nouvelles, je pense qu'il est parti. Je sais pas s'il est à son compte ou pas, mais j'aime beaucoup son état d'esprit. Lui, je peux te le conseiller. T'as déjà eu Moussa ou pas? Bien sûr. C'est la base, c'est obligatoire. Moussa, ouais. Qui d'autre que je peux te conseiller? Il y a Gallo. Gallo Diallo. Ouais. Après, Gallo, il est extrêmement occupé et tout, donc voilà. On avait déjà échangé, okay. Et ça s'était pas fait au final parce qu'on manquait de disponibilité, etc. Mais effectivement, il est dans une to-do. Voilà. Il y a Gallo. Il y a un bon pote à moi qui s'appelle Dervi. Qui du coup il a créé une startup qui s'appelle Sitamove,
Donc, Ok. ouais, lui, si tu veux, très rapidement, il grandit dans le 95 et il développe une application qui va te donner en fait la qualité de l'air en fonction de là où tu te trouves. Et c'est lié à l'activité sportive en fait. Ah, stylé. Et donc, du coup, voilà, il peut te dire, OK, là, ici. Tu ferais mieux de courir ici parce Ouais, que là, c'est dégueulasse. Tu vois. exactement. Ouais, c'est ça. Clairement, Ok, c'est ça, tu vois. hyper simple. Et donc, ouais, il y a lui aussi. Franchement, c'est un bon gars. Il y en a tellement, tu vois, là, Ouais, mais j'en bien sûr. oublie. Il y en Mais a qui t'inquiète. viendront après, mais bon. Très clair. Dernière question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? Pour moi, une ou un entrepreneur, bah, c'est tout simplement une personne qui est en mesure de prendre un projet, tu vois. Et quand je dis un projet, c'est pas que au sens business, hein, mais voilà, qui est en mesure de prendre un projet, ou en tout cas qui prend un projet, voilà, qui décide de prendre un projet et qui veut l'amener d'un point A à un point B. Hein. En fait, c'est ça, entreprendre. Hein. Ouais, tout simplement. Bah, ce seront les mots de la fin. Merci Voilà. beaucoup pour cet échange. J'espère que ça t'a plu. Ouais, franchement, c'était cool. J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. Moi, j'ai trouvé ça très cool d'en savoir plus sur ton parcours et banlieusard nouveau. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un maximum de kiff, un maximum de réussite pour la suite, un maximum d'impact aussi, forcément. Et voilà, je pense que tout ira pour le mieux. J'espère, yes. Merci encore. À bientôt et on se retrouve très vite sur Serial. Yes, merci.